Bien, bonjour à toutes et à tous. Géraldine Bruguière, responsable éditoriale aux éditions de l'Argus de l'Assurance. Je vous remercie de nous avoir rejoints pour ce deuxième webinaire des éditions de l'Argus. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Norbert Gautron, président fondateur de Galéa et Associés, et Stéphane Frey, directeur technique retraite collective chez Groupama Ganvi. Monsieur Gautron et Monsieur Frey sont co-auteurs de l'ouvrage Comprendre et conseiller la retraite supplémentaire qui est paru aux éditions de l'Argus en septembre dernier. Ils vont prendre la parole dans quelques instants sur le sujet hautement d'actualité des taux bas et des solutions qu'apporte la loi Pacte à ce contexte. Juste un petit rappel, cette intervention s'inscrit dans notre offre de contenu de la base de réglementation des éditions de l'Argus. Je vous rappelle l'adresse, c'est www.réglementation-assurance.com. Sachez qu'avec cet outil, accessible sur abonnement, vous pouvez consulter en continu nos codes commentés, une sélection d'ouvrages de référence, de la jurisprudence ainsi que des actualités à caractère réglementaire. Je vous rappelle que vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de l'intervention de nos experts en cliquant sur le bouton questions. On consacrera un moment d'échange à l'issue de cette intervention. Messieurs, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, Norbert Gautron. Merci Géraldine pour cette introduction détaillée. Alors, les taux bas et la loi Pacte, c'est vraiment un sujet pleinement d'actualité. On a souhaité l'aborder de manière systématique. Dans un premier temps, rappeler le contexte des taux bas, pourquoi on en est là, illustrer cette problématique sur les contrats d'assurance vie, principalement touchés aujourd'hui, voir comment le marché réagit à date, et puis très rapidement aborder notre thème, la loi Pacte. En quoi la loi Pacte propose des pistes, j'allais dire fondamentales et je dirais structurantes, pour lutter contre cette baisse des taux et offrir des solutions intéressantes aux assurés. Donc on déclinera les points qui nous semblent les plus importants, à savoir les plans d'épargne retraite dans un premier temps, le produit phare de la loi Pacte, mais également deux formes importantes rénovées de solutions. Les plans d'épargne retraite sous forme euro-croissance, première piste, et la seconde, les unités de rente ou branche 26 ou régiment point par capitalisation, comme aussi on a l'habitude depuis quelques années sur ces différents produits. Et nous terminerons par le sujet d'actualité, les régimes de retraite à prestations définies, pour lesquels à ce jour, nous sommes toujours dans l'attente d'une fameuse circulaire. Ce sera l'occasion aussi d'éclaircir certains points et sûrement d'échanger peut-être au moment des questions-réponses sur ce sujet fondamental. Donc, un vaste programme qu'on va commencer tout de suite donc, par la partie taux bas. Alors, pourquoi les taux sont-ils bas ou est-ce anormal que les taux soient si bas aujourd'hui ? Beaucoup de commentateurs semblent surpris de voir des taux bas. On est quand même dans une situation que l'on pouvait anticiper depuis plusieurs années, à minima depuis 2008. 2008, grave crise financière que l'on connaît tous, on s'en souvient des différents déboires, et des actions qui ont été prises alors dans un premier temps aux États-Unis, puis dans un deuxième temps en Europe, avec des politiques comme on dit en bon français, de quantitative easing, c'est-à-dire qu'en fait d'injection de liquidités sur les marchés, des liquidités qui avaient pour objectif tout simplement d'éviter que la machine s'enraye. On investit des liquidités, on rachète des dettes d'État qui sont plus ou moins solvables, ou qui étaient plus ou moins solvables, on va dire. Et toute cette mécanique voulue au niveau de la BCE notamment, se traduit donc par des liquidités pour financer l'économie réelle, c'est une première chose, pour que l'économie reparte, mais aussi par des investissements sur les marchés. Alors sur les marchés actions, on voit qu'actuellement le CAC est quasiment à 6000 points, c'est quand même un niveau quand même assez élevé. Le marché immobilier, le marché parisien notamment, est particulièrement coté, on va dire, mais aussi des marchés obligataires
dont les prix ont fortement monté. Donc concrètement, ça veut dire que les taux ont fortement baissé. Et donc on se retrouve avec des taux très très bas, qui ont été négatifs, qui sont proches de zéro actuellement. On est presque joyeux d'avoir des taux à zéro, vu les taux négatifs qu'on a connus ces dernières semaines, sur la plupart des durées, en tous les cas, et notamment sur le court terme. Donc la situation, elle est assez, elle est très peu surprenante. C'est assez normal qu'on soit arrivé là. Récemment, la BCE, juste avant les changements intervenus à la tête de la BCE, ont de nouveau fait un plan de quantitative easing pour une simple et bonne raison, c'est qu'il fallait aussi continuer à permettre aux États de s'endetter à des taux assez faibles ou de ne pas avoir des renchérissements des coûts d'emprunt dans des situations budgétaires toujours un peu difficiles. Donc on est dans une phase probablement durable de taux, avec, et ça c'est paradoxal, toujours des risques éventuellement de hausse, parce que tout ce système de taux bas repose quand même sur la confiance que les différentes personnes peuvent avoir dans la capacité des États, des entreprises à rembourser. Donc on est dans une période probablement longue de taux bas, avec un risque néanmoins, en cas de crise de confiance, les taux remontent brutalement. On les voit peut-être pas très, très souvent, ce point-là. Alors on a souhaité aussi illustrer dans ce préambule le fait que les taux sont bas pour les raisons qui ont été évoquées, mais il y a quelques chercheurs qui ont fait un papier très intéressant, M. Schmetzing, qui ont rappelé que finalement, ce n'était peut-être pas uniquement à cause de ce qui s'est passé en 2008 qu'on avait des taux bas. Et quand on s'inscrit sur une perspective assez lointaine, vous avez vu qu'on remonte au XIIIe siècle, on ne vous dira pas comment étaient mesurés les taux à l'époque, mais en tous les cas, quand on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur, même assez lointain, on se rend compte que les taux n'ont pas cessé de baisser depuis plusieurs siècles. Donc on est dans une phase aussi historique de baisse des taux. Il y a plusieurs raisons à ça, les économistes en parlent très très bien, mais donc on est à la fois, pour des raisons conjoncturelles, on va dire des 10 dernières années, dans des taux particulièrement bas, mais aussi probablement dans une perspective historique de taux bas. Alors, face à ce contexte, il faut évidemment s'adapter, il faut évidemment trouver des solutions pour faire en sorte que la machine assurantielle continue à fonctionner. Et on a voulu reprendre avec Stéphane quelques premiers points déjà de ce qui se passe en dehors de Pacte, on va dire, en assurance vie. Comment on réagit ou à quoi peut-on s'attendre en termes de réaction. Alors, le premier point qu'on a voulu mettre en avant, on s'est dit en préparant, c'était peut-être pas le premier, mais il faut quand même rappeler des choses évidentes. En assurance vie, quand les choses vont très mal, parce que les rachats augmentent, parce qu'il y a une crise de confiance dans le système, on a toujours une possibilité de suspendre les rachats. Donc de calmer un peu la machine par une méthode un peu violente. Alors c'est pas un point prioritaire, c'est pas un point qu'on souhaite, ça pourrait créer des crises de confiance. Donc c'est pour ça que toutes les autres solutions ont été mises en avant en préalable pour essayer de trouver des solutions plus classiques ou en tous les cas plus solides. Donc on s'attend notamment en cette période de fin d'année à des mesures spécifiques pour l'arrêté des comptes. On a parlé récemment de demandes qui avaient été faites par certains opérateurs de pouvoir classer en fonds propres, donc en richesse de l'assureur, des provisions, ce qu'on appelle techniquement des provisions de participation aux excédents ou de participation aux bénéfices, enfin tous ces sujets-là, enfin de l'argent qui appartient aux assurés, de pouvoir temporairement mettre ces sommes-là en fonds propres pour un peu sécuriser la machine si on avait des situations un peu difficiles. On s'attend, on aimerait bien qu'il y ait aussi quelques mesures qui permettent d'accompagnement, on va dire, si en cas de taux bas, les assureurs étaient amenés à constituer des provisions qu'on appelle provisions pour les financiers, ces fameuses provisions qu'on doit constituer lorsque les rendements sont un peu bas et que les taux garantis ont un risque de ne pas être couverts sur la durée. Donc des provisions un peu complexes, mais on s'attend à avoir des mesures d'accompagnement sur ces sujets-là. On s'attend aussi, et ça c'est l'élément structurel qui est évoqué par tout le monde, à avoir une réflexion plus globale sur le modèle d'affaires. Ça fait déjà longtemps, au moins 3 ans, que la CPR avait incité les assureurs à réfléchir à leur modèle d'affaires. On pourrait dire plus directement comment sortir du tout euro, malgré la volonté des assurés d'avoir des produits sécuritaires. Donc, on va voir que évidemment la loi Pacte offre des solutions, toujours autour d'un ensemble de solutions plus classiques d'unités de compte ou d'euro-croissance. Donc ça, c'est des interventions qui nécessitent à la fois évidemment un comportement
responsable des organismes d'assurance, mais accompagné d'une autorité de tutelle qui accompagnera cette évolution. Les retours qu'il y a eu récemment, aussi bien du gouvernement que de l'autorité de contrôle, sont des retours rassurants en termes de volonté d'accompagner un secteur fondamental pour l'économie. Donc, dans cette logique-là, il pourrait y avoir des assouplissements de solvabilité 2. On en parle beaucoup. Le choc sur les actions, le choc sur les taux. On ne va pas rentrer, c'est pas l'objet principal de notre discussion aujourd'hui. Mais évidemment, plus on aura un cadre prudentiel compréhensif, qui pour autant ne nie pas les risques réels auxquels on est soumis, mais un cadre qui accompagne les évolutions, plus ce cadre sera adapté, plus on gérera tranquillement des périodes difficiles, et plus on gérera tranquillement une transition vers un autre modèle d'affaires. Et puis, il y a, là on rentre dans le dur, il y a là aussi les modifications des contrats, les modifications des conditions tarifaires. On y reviendra, Stéphane en reparlera tout à l'heure également. Plus d'UC, ou en tous les cas une obligation d'acheter un minimum d'unités de compte, en espérant que les assurés en aient envie. Les conditions de versement, ça c'est une manière de contraindre un tout petit peu. Et puis on peut moduler aussi les frais, en disant inciter les gens à verser peut-être plus vers des unités de compte, parce que les frais sont plus doux, on va dire. Donc pas mal de modifications possibles. Des règles de participation aux bénéfices aussi. On voit certains contrats, alors là c'est plutôt dans la loi Pacte, on voit des contrats pour lesquels les règles de participation aux bénéfices sont un peu floues, on va dire. C'est voulu, ça permet de garder un peu de marge de manœuvre et de pouvoir accompagner des périodes délicates. Voilà quelques premiers points fondamentaux. Il y en a d'autres que l'on va plus détailler. Merci Norbert. Alors, on parle beaucoup dans la presse effectivement de la fin des fonds euros. Il y a des échanges sur comment réinventer l'assurance vie. C'est vrai, chez Groupama, on pense que nous sommes à un tournant dans ce contexte de taux très bas et qui a frôlé, qui est passé sous le négatif en juin pour la première fois. C'est quand même un tournant important de l'assurance vie. Dans le contexte de taux négatifs de cet été, finalement, c'est un petit peu la fin du tout euro et de ce triptyque gagnant où le fonds euro qui a fait le succès de l'assurance vie finalement, qui offrait à la fois une performance, des rendements intéressants, qui offrait aussi la sécurité, cette fameuse garantie du capital, et enfin la liquidité sur le fonds euro où on peut sortir à tout instant. C'est la fin du tout euro dans un contexte de taux négatif. Alors plusieurs mesures pour faire face à ces taux très bas et Norbert le disait, qui pourront être persistants, qui sont bas depuis longtemps, qui sont déjà passés négatifs. Il a évoqué l'inflexion de tout ce qui était politique de revalorisation. En fait, la CPR a donné des recommandations. Vous verrez en page slide 7. Qu'avec cette chute des taux de rendement depuis le début de l'année, en fait, la collecte nouvelle et les placements finalement qui arrivent à échéance, les assureurs investissent à des rendements faibles, voire négatifs. Dans ces conditions, la CPR recommande faire un appel à la baisse des taux de revalorisation et une prudence sur l'exercice 2019 et mettre en partie une partie des résultats en réserve pour lisser en fait, les rendements sur la durée. Juste pour rappeler que l'année dernière, les taux servis avaient été très bons. Hein. En 2018, ça avait été de 1,8% net de frais de gestion des contrats en moyenne, selon les statistiques de la CPR. Et après les prélèvements sociaux, on était quand même à des taux qui étaient très très bons, 1,5% net, de très bons rendements, mais qui ne couvraient pas l'inflation déjà, puisque l'inflation de 2018, pour rappel, était de 1,8%. Les premières tendances sur les taux de revalorisation attendus sur 2019, les premières annonces sont parues, on a entendu parler de taux de 1%, certains acteurs ont fait des annonces, on sera probablement avec un taux de revalorisation entre 1 et 1,3% en moyenne, le taux de revalorisation, le taux d'inflation, excusez-moi, sur l'exercice 2009, attendu, y compris entre 1% et 1,4%. Donc on le voit, les rendements sont moins bien sur le fonds euro, les combinaisons sont plus prudentes, c'est dans la logique des choses. Après, ce qu'on observe sur le marché dans ce contexte de taux bas, c'est finalement deux stratégies opérationnelles des acteurs. Il s'agit déjà de protéger le stock,
les encours qui ont été, les 1700 milliards d'actifs qui ont été accumulés sur les contrats d'assurance vie et de bien tenir les promesses du passé. Donc il y a deux stratégies. La première, c'est certains acteurs mettent des freins à l'entrée, Norbert l'a dit. Ça peut être certains acteurs interdisent le tout euro, le 100% euro. Ils mettent des contraintes d'investissement avec un minimum de part UC sur les primes qui sont investies dans l'assurance vie. On note aussi sur le marché des pratiques de frais à l'entrée, sur l'euro, pour dissuader les entrées et la dilution, puisque les investissements sur les obligations d'État sont réalisés à des taux qui sont très, très faibles, donc ça dilue le rendement des actifs. Et on observe aussi des frais d'arbitrage dans les contrats qui commencent à poindre arbitrage du vers l'euro. Donc ça, c'est une des premières stratégies. D'autres acteurs tels que Groupama ont des solutions, sont plutôt dans la logique de maîtriser les flux entrants. Ils mettent en place des solutions finalement pour préconiser des solutions d'investissement en assurance vie avec des allocations en fonction des besoins de l'assuré. On croit beaucoup à la gestion sous mandat, des solutions clés en main où on confie l'épargne et la gestion financière à son assureur avec une certaine souplesse et une liberté. Voilà. Ça, c'est une des stratégies. Et bien sûr, il y a tout ce qui tourne autour des autres solutions, des nouveaux contrats, des contrats des plans d'épargne retraite qui découlent de la loi Pacte et qui ont été renouvelés. Et Norbert va vous présenter les pistes proposées par cette loi. Oui, alors au niveau de la loi Pacte, on a en effet un ensemble de solutions nouvelles ou rénovées qui nous sont proposées, qui offrent aussi l'occasion, peut-être avant de rentrer dans les produits directement, qui offrent aussi l'occasion à certains acteurs, certains opérateurs de se dire finalement, on va peut-être pas y aller seul, on va peut-être se rapprocher d'autres acteurs, on va peut-être, face à cette stratégie nouvelle, face à des investissements colossaux, on va peut-être étudier des rapprochements structurels, on va fusionner, ça va pour aller jusqu'à la solution la plus intégratrice, jusqu'à on va déléguer complètement l'activité épargne retraite à des gens qui sont bien meilleurs que nous ou qui ont beaucoup d'années d'avance sur un marché en général l'épargne retraite assez concentré quand même. Donc ça, c'est aussi les nouvelles stratégies des alliances qui sont intéressantes à souligner parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de telles réflexions à ce niveau-là. Donc dans ce contexte, en effet, quelle est l'offre produit, on va dire, ou quelles sont les pistes proposées par la loi Pacte. Donc on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, les produits d'épargne retraite, soit individuels, soit collectifs. Alors individuel, c'est un faux ami, puisqu'individuel, ce seront nos fameux vieux produits Madelin, maintenant vieux, on va dire, ou les produits PERP, qui sont quand même souscrits dans un cadre collectif, ou les PER, les plans d'épargne retraite collectifs à destination des salariés dans les entreprises. Donc ça, encore une fois, c'est le produit phare. On a donc les fameux aussi nouveaux régimes à prestations définies. Donc on prendra le temps d'aller analyser l'état de l'art aujourd'hui, parce que la loi Pacte, quelque part, n'a fait que transposer une directive européenne de 2014, donc 5 ans plus tard, mais en tous les cas est allée au fond de la transposition. Et puis, comme on l'évoquait également, d'un nouveau contrat Eurocroissance. Alors pour les plus anciens, c'était le contrat eurodiversifié de 2003, la loi Fillon, qui avait connu des premières évolutions avec des lois Breton, enfin un ensemble de points. Là, on arrive à un nouvel Eurocroissance. Les précédentes moutures n'ont pas connu un succès phénoménal, on va dire. Contexte déjà de taux bas, mais dans pas beaucoup. Mais en tous les cas, on a une nouvelle mouture plus lisible, que l'on espère plus lisible. Et puis nos fameux produits en points, sur lesquels aussi on va s'attarder pour essayer, quelque part, que ce soit l'Eurocroissance ou les produits en unité de rente, pour essayer d'en faire un peu la promotion, parce que je pense qu'ils en ont un peu besoin. Alors, premier morceau, les plans d'épargne retraite. Les plans d'épargne retraite ont été fortement modernisés. Alors, pourquoi ces produits peuvent nous aider dans le cadre des taux bas, parce que c'est le sujet aussi principal de notre discussion, c'est parce qu'ils orientent vers les unités de compte. On est sur un produit de retraite avec des horizons normalement longs. Alors, on a vu apparaître des possibilités de sortie pour acheter sa résidence principale. On y reviendra là aussi. Mais normalement, l'horizon de placement est long. Donc,
on peut investir sur des actifs risqués, plus rémunérateurs. Mais, et on décrira tout à l'heure ce point-là, il faut accompagner les gens, parce que la culture financière n'est pas quand même fortement développée parmi les Français. On le voit dans le cadre de la réforme actuelle en matière de retraite. Donc il faut accompagner. Une gestion pilotée permet d'accompagner. Il y a aussi des unités de compte qui seront des unités à thème, donc avec des thèmes précis, pour permettre à des personnes d'aborder certains investissements. Donc c'est fondamental. Donc plus d'unités de compte, donc moins d'exposition au taux bas normalement. Des possibilités de sortie en capital, ça c'est une grosse nouveauté du produit. Ça permet quelque part de sortir plus rapidement son argent. Alors est-ce une bonne chose ou pas quand on vend de la retraite? Je vais pas beaucoup en parler à titre personnel, je considère que la retraite c'est de la rente, mais bon, ça c'est pas le sujet du jour, donc on va passer. On peut sortir en capital. On a surtout aussi un cadre, comme on vient de le voir, en gestion pilotée, donc avec des unités de compte, donc on va dire de la performance, mais surtout, je crois que Stéphane, tu nous décriras un peu ça plus dans le détail, une incitation forte à faire des versements réguliers. Donc ça veut dire que quand on met le mix versement régulier et prise de risque, en général, ça marche bien, parce que quand il y a des à-coups, en fait, les versements réguliers lissent ces à-coups. Donc un des intérêts de ce produit d'un point de vue financier, c'est de proposer le mélange donc versement régulier et gestion un peu plus risquée. Donc encore une fois, décorrélé, au moins partiellement, des taux bas. Autre point fondamental de cette loi Pacte et des plans d'épargne retraite, la création d'un canton épargne retraite. Alors, le mot canton est souvent galvaudé. Là, on est vraiment sur un canton dur, comme on dit. À horizon 2023, ce canton-là sera mis en place. Alors, pourquoi pas tout de suite créer un canton tout neuf en période de taux bas? Ce serait un peu délicat. Là, on a laissé le temps au plan d'épargne retraite de décoller tranquillement dans les actifs généraux pour horizon 2023 ou plus tard créer le canton avec un peu de richesse, on l'espère. Et donc, de ce point de vue-là, on aura vraiment ce qu'on appelle en termes techniques une comptabilité analytique. Donc, on aura vraiment un truc très solide, très sérieux et très sécurisé et surtout dédié à l'épargne retraite. Et puis, point important, faut en parler, la loi Pacte a fait confiance aux acteurs, notamment assureurs, en laissant la liberté contractuelle au niveau des frais. Bon, heureusement, on est quand même dans une économie de marché, mais aussi en encadrant pas trop les rétrocessions sur les unités de compte. Dans la loi de 2003, avec ces textes de 2004, Fillon qui avait créé les PERP, on avait une obligation de réaffecter les rétrocessions au plan. Là, il faudra dire ce qu'on fait. Donc là, on verra ce que font les opérateurs, on le voit déjà, on pourrait y revenir. Il y a une totale liberté, donc on verra comment le marché sépare en fait les contrats qui ont plus ou moins de rétrocession. Dans tous les cas, il faudra être transparent. Les textes, les arrêtés, les textes précisent le format du reporting. C'est très intéressant. Et autre point des plans d'épargne retraite, l'obligation d'un devoir de conseil tout au long de la vie du contrat. Ça veut dire que l'épargne retraite ne pourra être commercialisée que par des gens qui connaissent vraiment la retraite supplémentaire. Tout au long de la vie du contrat, ça veut dire pas uniquement quelques heures avant de souscrire, ça veut dire aussi chaque année, d'une manière encore plus importante, plus intensive, à quelques années, la loi et les textes disent 5 ans avant le départ à la retraite, un vrai rendez-vous avec les personnes pour les orienter sur les meilleurs choix à effectuer. Donc un cadre quand même assez robuste, mais par rapport à notre sujet, qui oriente beaucoup vers une gestion efficiente. Alors, le pouvoir public espère que dans ce contexte de taux bas, cette loi va favoriser tout ce qui est l'essor de ces nouveaux plans d'épargne retraite qui sont commercialisés depuis le 1er octobre. Alors pourquoi on va s'efforcer de vous démontrer que l'évolution est efficace de cette loi est très structurante avec ces nouveaux produits pairs qui possèdent 3 compartiments. Ils sont tous structurés de la même façon. Ces compartiments porteront chacun une fiscalité et des modalités de sortie propres. Il y a 4 rémunérations notables qui sont importantes. Le premier, Norbert le disait, c'est la gestion pilotée qui est vertueuse, qui est fonction de l'horizon de placement en retraite. Les investissements sont lissés à l'entrée, la retraite ça se prépare à l'avance, donc c'est des versements périodiques. Ça permet de ne pas investir une prime à un moment donné au plus des marchés, les investissements sont lissés dans le temps. Et ça facilite de voir le fait que finalement
les pouvoirs publics, le législateur a décidé de prévoir une gestion horizon par défaut. Ça facilite aussi le devoir de conseil. On sait que nos forces de vente, les conseillers sont soumis à la directive DDA, donc ça facilite déjà la vente. Une deuxième amélioration notable, c'est des règles communes. En fait, tous les produits retraite, il y en avait plusieurs, les fameux dispositifs Madelin, les dispositifs PERP, le PERCO, tous ces produits sont structurés maintenant de la même façon, avec le plan d'épargne retraite. Ces 3 compartiments. Un premier compartiment pour les versements libres, un deuxième compartiment pour tout ce qui est l'épargne salariale, et le compartiment des versements employeurs, donc des produits qui peuvent accueillir finalement tout type de versement. Norbert le disait, le fait que l'épargne retraite avait un succès modéré s'expliquait aussi à cause de la sortie en rente obligatoire. Le législateur a prévu, c'était demandé par les épargnants, donc les épargnants ont été entendus, avec une possibilité accrue de sortie en capital, que ce soit le compartiment des versements libres, le compartiment de l'épargne salariale, même le compartiment finalement des primes périodiques offre plus de souplesse. Enfin, c'est la fin de l'effet tunnel, puisque et ça c'est une mesure qui est intéressante, notamment pour les jeunes, qui peuvent placer sur des versements libres ou de l'épargne salariale en entreprise. C'est la fin de l'effet tunnel avec la possibilité de débloquer son épargne au motif du rachat de sa résidence principale. Enfin, un autre atout important, c'est la portabilité totale de ces dispositifs, puisque quel que soit son parcours professionnel, qu'il ait été haché, qu'on soit passé du statut de salarié à TNS, particulier, chacun pourra finalement disposer d'un produit unique et puis rapatrier tous ses encours, s'il le souhaite, au sein d'un même contrat, ce qui va dans le sens de limiter la déshérence. Donc c'est un produit, le PER, mais c'est aussi 2 modes de souscription. C'est 14. Il y a tout ce qui est le mode de souscription individuelle, avec derrière une gouvernance renforcée au niveau des associations. Le nouveau PER individuel, qu'on appelle le PER1, succède à l'ancien PERP, qui était destiné à un produit universel, tous les particuliers, tout le monde, et au contrat Madelin, qui était destiné au TNS. Souscrit maintenant auprès d'un assureur ou un gestionnaire d'actifs, puisque la concurrence a été élargie par le législateur. Et 2 produits, le deuxième cadre de souscription, c'est le cadre entreprise, donc l'employeur qui souscrit soit dans un cadre facultatif, les dispositifs type les anciens PERCO, donc ce qu'on appellera le PERCOL, qui succédera à l'ancien PERCO, et enfin le dispositif PERO, plan d'épargne retraite obligatoire, qui permet de couvrir soit l'ensemble des salariés ou de viser une catégorie de personnel, comme ça se fait souvent, les cadres par exemple, puisqu'ils bénéficient de taux de remplacement qui sont moindres par rapport au non-cadre. Sur le fond, les règles de mise en place sont restées inchangées de ces dispositifs pour pouvoir bénéficier des conditions d'exonération sociale, donc pas de changement. Bon, les compartiments, on en a parlé, on va peut-être passer et peut-être dire un mot sur la gestion à horizon. Donc là, c'est quoi cette gestion à horizon? Elle est connue, finalement c'est une solution clé en main qui est 100% automatisée. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner dans un contexte financier délicat finalement, où il peut être difficile pour un particulier de se positionner sur ses choix d'investissement. Donc c'est une gestion financière qui est, on l'a dit tout à l'heure, qui est vraiment adaptée à l'horizon retraite, qui peut être depuis 40 ans. Donc on investit dans une grille, les primes sont logées sur des supports qui sont diversifiés, et au fur et à mesure qu'on se rapproche de la retraite, non seulement les investissements au cours du temps ont été lissés dans le temps, donc on n'est pas rentré à des plus hauts du marché, chaque prime qui sont versées peuvent être investies à des points de marché différents. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de la retraite, le risque, on désensibilise les investissements et progressivement on se repositionne, l'assureur se repositionne bascule les primes et l'épargne sur des investissements peu risqués.
Alors la gestion en horizon, finalement, elle va faciliter le devoir de conseil et c'est une vraie belle opportunité pour les commerciaux sur ce point-là. Si l'horizon est la retraite, voilà, les atouts du produit, si on a des versements réguliers, on vient de rappeler l'atout, une grille à horizon, il y a plusieurs supports, donc on est vraiment dans une diversification des investissements. Donc ça c'est l'autre atout. En fait, en général, les acteurs de la place offrent aussi des grilles avec des fonds et qui offrent une souplesse qui permet aux gestionnaires financiers finalement de s'adapter à l'environnement en fonction du contexte de marché et aussi de ses convictions. Voilà. Et en conclusion, c'est un petit peu le meilleur conseil qu'on peut donner à des conseillers pour des particuliers. Parce qu'on sait tous en finance, les investisseurs peuvent multiplier les erreurs de raisonnement parce qu'ils gèrent les placements, investir au plus haut, vendre au plus bas. Voilà. Sur la partie fiscalité du PER, finalement la différence avec l'assurance vie, j'en dirais deux mots. On a deux produits, l'assurance vie, on le sait tous, l'avantage fiscal est à la sortie, une fiscalité avantageuse à la sortie. Sur le PER, le produit, le plan d'épargne retraite, l'avantage il est à l'entrée. Les primes qui sont investies permettent de bénéficier d'une exonération finalement fiscale. Je verse 10 000 € sur mon plan d'épargne retraite et si je suis dans une tranche marginale d'imposition à 30%, j'économise 3 000 € d'impôt. C'est l'intérêt du produit et ça permet de placer plus sur la durée et donc même si et à la sortie, les produits sont imposés. Sur la partie fiscalité. Sur la partie des règles de transfert, très rapidement finalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est assez génial, puisqu'on peut transférer tous les produits. Avant, on avait beaucoup de questions. Peut-on transférer un Madelin vers un père vers un père? Là, tous les dossiers d'épargne de retraite sont transférables vers le père. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, bien sûr, en fonction de la nature des versements, puisque derrière chaque type de versement est rattaché un traitement fiscal. Voilà. En matière de règles de transfert, le législateur a introduit aussi un avantage sur une courte période un peu pour favoriser pour donner un boost à ces dispositifs pairs. Et il a prévu une attestation fiscale avec un abattement doublé sur l'assurance vie en cas de sortie, l'abattement sur les plus-values qui est doublé. Et on peut aussi déduire le montant qui est versé sur le PER et bénéficier d'une économie d'impôt à l'entrée. Voilà, on voit naître d'autres sujets, des stratégies à valeur ajoutée sur le marché, certains acteurs, puisque sur les 83, l'épargne ne pouvait sortir qu'en rente, des stratégies court terme où il y a la faculté de basculer l'épargne vers un PER dans un premier temps, qui est toujours possible d'ouvrir jusqu'à fin septembre 2020, puis ensuite de transférer vers un PER1 sur le compartiment des versements volontaires, ce qui permettrait de sortir en capital. Donc là, toujours attention au devoir de conseil, puisque les anciens dispositifs pouvaient bénéficier soit de garantie de table de mortalité, de garantie de taux, puis voire de garantie de prévoyance. Et là, la loi Pacte a vraiment renforcé le devoir de conseil en faveur des consommateurs, puisque ces produits restent quand même complexes et le rôle du conseiller est important. Donc on voit finalement, on aura peut-être une analogie qu'on a avec ce différent dispositif ou ces différentes possibilités, une sorte de système universel de retraite supplémentaire, pour prendre une analogie d'actualité, et donc en fait une solution vraiment clé en main si on le souhaite pour faire les meilleurs placements sur la durée, porter ses versements, son épargne vers d'autres solutions si on en a envie. Donc vraiment un cadre assez intéressant. Alors d'aucuns diront qu'il n'est pas forcément plus simple qu'avant. C'est pas complètement faux, mais au moins il apporte beaucoup de choses en plus. La retraite supplémentaire est en soi un système complexe, surtout quand on a eu envie d'y adjoindre l'épargne salariale qui était au sein du PERCO. Donc à l'arrivée, beaucoup d'atouts. On y croit, même si il est plus facile aujourd'hui pour certains de critiquer ce genre de système. On pense que c'est vraiment un très bon système qui prendra peut-être du temps à être compris, mais qui connaîtra un envol dans les prochaines années. Alors,
Au sein du plan d'épargne retraite, donc on a évoqué la gestion profilée, donc des actifs à faible risque, comme on dit, ou des fonds euros. Pas forcément synonyme d'ailleurs, on peut avoir uniquement des titres, comme le rappelait Stéphane, avec les comptes titres, les unités de compte, mais aussi donc ce fonds euro croissance ou cette gestion particulière. Alors, rapidement, sur ce fonds euro croissance, encore une fois, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, qui a connu un faible succès parce que le système était complexe et parce que en période de taux bas, c'était difficile de le faire marcher avec les garanties qui étaient proposées dans le passé. Alors, le système passé n'est pas annulé. Il est simplement, on adjoint une autre possibilité, un nouvel euro croissance qui lui va être plus simple. Alors, en quoi il va être plus simple? En quelques minutes. Contrairement à ce que l'on a vu juste avant, où quand vous versez une prime, cette prime peut être ventilée en actifs à faible risque, en unités de compte et autres. Là, ça va être beaucoup plus simple. On va vous dire, vous allez acquérir un nombre de parts de l'actif général finalement, ou de l'actif euro croissance, de l'actif euro croissance, et donc vous allez avoir un nombre de parts de cet actif. Et la valeur de votre part va évoluer en fonction de la valeur de marché de votre actif euro croissance. Donc là, c'est assez simple. Un nombre de parts, une valeur de part. L'actif sera géré par l'assureur et votre épargne évoluera en fonction de la valeur de cet actif. Alors vous allez me dire, oui, mais si jamais l'épargne chute ou si les actifs chutent, que se passe-t-il? On risque de tout perdre. Non, parce que là, on aura sur ces produits-là une garantie à terme. Alors le terme sera fixé dans le contrat. Pour les plans d'épargne retraite, ce serait bien que le terme soit la retraite. Et donc, on aura une garantie qui peut être l'ensemble des primes versées, mais ça peut coûter cher. Et ça peut être 80% des primes versées. Il y aura une garantie. Pas de garantie en cours de vie. Alors là, ça peut être vu comme pénalisant, mais c'est aussi l'intérêt du système, puisque s'il n'y a pas de garantie en cours de vie, en dehors des possibilités de sortie prévues par la loi PAC, en cas d'accident, etc., voire même de résidence principale, mais en dehors de tout ça, pas de possibilité de sortie. L'avantage de ça, c'est que l'assureur pourra avoir une gestion financière plus dynamique, peut-être sur des titres moins liquides. Donc cette gestion financière collective opérée par l'assureur pour le compte de l'ensemble de la communauté des assurés, en fait, finalement, elle aura donc pas mal d'atouts, puisque elle pourra profiter de la moindre liquidité du passif pour acheter des actifs moins liquides. Donc les private equity, comme on le dit, l'infrastructure, mais aussi un ensemble de points. On sait très bien que l'économie nécessite des investissements lourds pour lutter ou pour trouver des solutions face à des énergies renouvelables, dans le problème du climat, un ensemble de problématiques. Donc peut-être qu'on a aussi la possibilité d'aller chercher de la croissance et de la valeur grâce à un passif moins liquide. Des points d'attention, on le voit bien. Comment va être revalorisée cette valeur de part? Comment l'actif, est-ce qu'on va donner vraiment toute la performance de l'actif en valeur de marché? Est-ce qu'on va mettre de l'argent un peu de côté? Est-ce qu'on va favoriser les anciennes générations ou les nouvelles? Enfin, pas mal de points d'attention, mais j'aurais tendance à dire du classique. Donc on a un mécanisme simplifié, prévu pour du long terme, avec quand même des garanties. Donc c'est un produit à regarder, en fait, à vrai dire. L'autre produit qui finalement, on va voir, ressemble un peu finalement, mais c'est vraiment un produit historique, puisque les produits branche 26, unités de rente ou en points, comme on peut les appeler fréquemment, datent des années 50, donc c'est un peu ancien, ont été fortement revus à la fin 2017, à l'époque de la mise à disposition d'ailleurs des fonds de retraite professionnels. C'est amusant, mais il y avait une révision aussi donc de ces contrats en unité de rente. Et la loi Pacte, on a eu peur dans un premier temps, parce que la loi Pacte, dans les premiers projets de texte, ne les reconnaissait pas, voire même prévoyait qu'on allait avoir une obligation de gestion profilée pour ces produits, ce qui était juste complètement impensable. Donc la loi Pacte est revenue à intégrer, a pris en compte, enfin les promoteurs de la loi Pacte ont pris en compte les spécificités de ces régimes. Alors juste pour rappel, ce sont des régimes dans lesquels les droits sont assez simples. On verse une prime, on acquiert un nombre de points, donc le point a un prix, et le point a aussi une valeur qui sert à exprimer le montant de la rente que l'on va acquérir. Cette rente qui peut être convertie en capital si on préfère. Donc ça ressemble étrangement à la GER-Carco, sauf que derrière c'est de la capitalisation et pas de la répartition. Mais en termes de lisibilité des droits, ça parle pour les personnes, même si ces temps-ci, beaucoup de gens oublient que 70% des Français ont des régimes en points. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. Donc, évidemment, depuis 2017, il y a un petit risque quand même, c'est que la valeur du point peut baisser. Donc ça, c'est un sujet important. Donc, mais cette baisse est encadrée par la réglementation. Et puis, comme pour l'euro-croissance, et c'est là où on retrouve une espèce de filiation quelque part, la gestion sera collective, faite par l'organisme assureur.
pour un système dédié à la retraite. Donc là, on retrouve encore la capacité à investir, à être agressif et à trouver des sources de rendement sur des produits spécifiques. Les points d'attention, là aussi, c'est un peu comme le système euro-croissance, c'est comment va être revalorisée la valeur du point. Est-ce que si elle chute, elle va remonter un jour? Comment faire? Ça, c'est très encadré quand même par les textes et par les contrats. Mais en effet, ce sont des points de faiblesse du mécanisme. Et le traitement des sorties, si je ne veux pas sortir sous forme de rente, mais un capital, ou si avant je suis obligé de sortir, ou si je veux transférer mon épargne ailleurs, comment va être valorisée cette épargne? C'est un ensemble de textes complexes qui ont été mis à jour dans le cadre de la loi Pacte pour définir des valeurs de transfert sur ces régimes-là. Les textes sont complexes, mais le produit, quand on prend là aussi le temps un peu de s'y attarder, a beaucoup d'atouts. Donc là, on incite fortement les assureurs à regarder. D'ailleurs, certains préparent des produits en unité de rente pour les prochaines semaines. Donc ça, c'est pour le tour complet, on va dire, de nos régimes de retraite, loi Pacte, la cotisation définie, donc qui permettent vraiment de bien traiter la retraite. Pour le gros morceau, notre bouquet final, le régime à prestations définies. Alors, on rappelle simplement que ces régimes-là sont des régimes qui étaient mis en place pour les salariés dans les entreprises. Au passage, pas uniquement les dirigeants du CAC 40, il y a des entreprises qui prévoient des régimes comme ça pour tous leurs salariés. Et c'est des régimes assez lisibles, puisqu'on disait aux personnes, par exemple, vous allez acquérir 0,2% de votre salaire final ou de la moyenne des salaires de fin de carrière par année d'ancienneté, des choses comme ça. Donc ça, c'est facile à comprendre. Ces systèmes-là avaient déjà été rénovés en 2003 dans la loi Fillon pour avoir un cadre social spécifique. Ça avait créé le fameux article L137.11 du Code de la Sécurité sociale. Mais ces systèmes prévoyaient que la personne pour en bénéficier devait être présente au terme à l'achèvement, ou devait finir sa carrière, parce qu'il y a beaucoup de subtilités juridiques derrière tout ça, mais devait finir sa carrière dans l'entreprise pour pouvoir en bénéficier au moment du départ à la retraite. Ce point-là a été jugé il y a plusieurs années maintenant comme contraire ou comme entravant la libre circulation des travailleurs, puisque ça retenait les gens dans l'entreprise. Donc au niveau européen, c'était pas très bien perçu, d'où une directive de 2014 qui a dit il faut faire quelque chose, il faut rendre certains ses droits et plus aléatoires. Donc ça a été transposé et il y a eu un cadre spécifique qui a été créé, le L137.11.2, un cadre notamment social, d'où le Code de la Sécurité sociale. Mais comme il y avait beaucoup d'enjeux sociaux, en fait, on attend, pour être plus précis, une circulaire sur le sujet pour un peu préciser les règles du jeu à deux niveaux. Petit 1, comment on va faire pour fermer les régimes? Alors, juste pour la petite histoire, ils doivent quand même être fermés au 31 décembre. Et puis petit 2, quels sont les contrats d'assurance qui pourraient prendre la suite pour les nouveaux dispositifs? Donc il faut qu'au 1er janvier, on soit prêt. Le projet de circulaire, on l'a eu il y a quelques semaines. La circulaire, on l'attend peut-être en début d'année prochaine. Donc là, il y a un petit problème de calendrier. Ce qui fait que les entreprises travaillent un peu en aveugle actuellement. Alors heureusement, plusieurs conseils juridiques ou actuariels travaillent beaucoup sur le sujet, mais les entreprises ont quand même du mal, elles doivent négocier avec leurs syndicats en période d'élection chez certains pour les syndicats. Vraiment pas très simple mais Stéphane va nous préciser pas mal de solutions quand même et les pistes qui ont été mises en avant. Donc, pour que les assureurs rapidement soient prêts à offrir des solutions, des alternatives pour ce système à prestations définies qui a quand même beaucoup d'avantages. Merci Norbert. C'est vrai que l'EPR, c'est le produit phare de la loi Pacte, mais il y a ce produit intéressant avec la rénovation, le nouveau 39, donc sous réserve de l'apparition de la circulaire attendue, comme le disait Norbert, début d'année prochaine, dans quelques semaines. Ce produit répond vraiment à un besoin. Jusqu'à présent, son développement a été freiné pour des raisons d'image, certains abus, des rentes importantes, le coût des dispositifs, on lui reprochait le coût actuariel et les passifs sociaux. Mais avec ce nouveau dispositif, tel qu'à la lumière des textes, donc l'ordonnance qui est parue et le projet de circulaire, le régime fiscal et social restera avantageux. On est dans un cadre avantageux à la fois pour l'employeur puisque les primes versées sont déductibles de l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas de charges sociales, 45% souvent, et on est, en revanche, il y a une contribution employeur de 29,7 sur les versements qui sont effectués, ce qui correspond grosso modo à un forfait social, plus de la CSG, c'est inverse. Pour le salarié, les primes ne sont pas fiscalisées, qui sont
versées sur le dispositif, ça reste intéressant. En revanche, à la sortie, comme sur le PER, la rente sera imposée. Alors, pourquoi c'est le plus intéressant? D'abord, le législateur a moralisé ce dispositif, puisque pour bénéficier de ce cadre fiscal et social avantageux, les régimes retraite 39, les nouveaux, devront respecter certaines conditions, dont notamment deux qui moralisent vraiment le dispositif. C'est que les droits acquis annuellement seront plafonnés. Ils seront plafonnés à hauteur de 3% de la rémunération annuelle de l'année d'acquisition du droit. Ensuite, le cumul des pourcentages appliqués pour un même bénéficiaire sera plafonné à 30 points. Donc, on se retrouvera dans des situations où, au départ en retraite, on ne pourra pas avoir plus de 30% de taux de remplacement additionnel par rapport à ces autres régimes retraite, tant obligatoires qu'assurantiels. En contrepartie, ils seront offerts à des salariés, ils seront offerts sous conditions de performance professionnelle pour les bénéficiaires, les mandataires sociaux ou les salariés qui ont des rémunérations importantes supérieures à 8 passes. Donc ça, c'est les conditions. Si une de ces conditions n'est pas respectée, le financement patronal sera considéré comme un salaire, une rémunération, et sera assujetti aux charges sociales. D'où l'importance de cette circulaire attendue apparaître. Les avantages du dispositif, c'est plus de souplesse dans la définition du collège de bénéficiaires. C'est apprécié selon des critères plus fiscaux, donc la population couverte. Les critères, c'est un caractère général et impersonnel au profit d'une qualité économique qui est objectivement définie. Donc c'est plus souple que pour les pairs. Et la prime, donc ça c'est une première souplesse. Et ensuite la prime sera libératoire pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de passif social. Une fois que la prestation à la liquidation sera calculée comme la somme des rendus viagères, calculée après année après année, l'assureur appellera tous les ans un capital constitutif de rente qui correspondra au droit de l'année. Donc ce versement du capital constitutif qui sera calculé sur des bases techniques de table et de taux techniques au moment de l'appel de prime, libérera complètement l'entreprise de son engagement. L'assureur, lui, s'engagera vis-à-vis du salarié bénéficiaire, mais sur base de la position mathématique qui a été accumulée et qu'il devrait avoir le choix d'investir soit sur de l'euro, sur de l'UC. Donc on est dans une situation où finalement, c'est le bénéficiaire qui portera le risque financier. Et c'est en ça qu'on se retrouve avec des dispositifs qui sont intéressants. Finalement, pour l'entreprise, elle se retrouve libérée de son passif social. L'assureur, finalement, le risque est porté aussi par le bénéficiaire, mais le régime a été financé par l'employeur. Donc, vraie évolution. Les assureurs sont prêts à accompagner si les textes vont dans ce sens. Les premiers assureurs sont prêts, dans ce contexte, à proposer des solutions où les droits seront individualisés. Et dans le cadre que je viens de préciser, voilà, ce sera une vraie réponse, notamment au désengagement des régimes obligatoires, la réforme de Levoy, et aussi au-delà, pour proposer des solutions au-delà des plafonds fiscaux et sociaux qui sont offerts qui sont prévus pour les PR. Et puis surtout aussi, comme l'a dit Stéphane, avec des produits qui permettront là aussi de revenir peut-être à des gestions profilées avec des unités de compte et donc de sortir du tout euro, puisque nous, ce que l'on constate aussi sur le marché, c'est que de toute façon, les assureurs ne souhaitent plus, sur ces produits à prestation définie, vendre de l'euro. De la rente viagère différée en euros, c'est fini, peut-être juste pour quelques années, parce que malgré tout, peut-être que les taux remonteront un tout petit peu. Donc là, on verra des nouvelles offres. Mais là, on est encore une fois avec un produit même à prestation définie, avec probablement des gestions profilées, et donc des outils pour lutter contre cette baisse des taux que l'on cherche à gérer d'une manière ou d'une autre. Donc encore là vraiment un produit qui s'inscrit dans un nouveau business model, on va dire, en termes d'assurance. Donc, comme on le voit en conclusion un petit peu de toute ce tour d'horizon, un petit peu des solutions offertes par la loi Pacte pour lutter contre la baisse des taux, on voit qu'il y a beaucoup de choses en fait à vrai dire. On va pas les réénumérer parce que c'est quelque chose qui est assez long. On a beaucoup de choses pour faire évoluer le business model.
On voit bien, on a même des solutions eurocroissance, unité de rente. On pense, nous, maintenant que ce cadre doit être, comment dire, doit être approprié par d'abord les souscripteurs, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand même on a des clients à l'arrivée qui ont des souhaits peut-être, qu'il faut trouver quand même le produit qui correspond le mieux à leurs souhaits. Au-delà des obligations réglementaires, ça semble être un bon point. Mais aussi par les assureurs, pour prendre le temps dans les prochaines semaines et les prochains mois d'avoir les bons outils, d'avoir les bons produits et d'avoir le meilleur conseil à offrir dans ce contexte. Donc on voit bien la loi Pacte est complexe. Il faut prendre le temps de la comprendre pour avoir la meilleure solution, surtout sur des produits complexes. Les PER individuels à gestion profilée sont déjà présents depuis octobre. On les voit arriver au fur et à mesure. Donc là, je pense que là, c'est parti. On a les bonnes solutions. Il y aura davantage de meilleurs encore dans les prochains mois. C'est parti. C'est plutôt maintenant peut-être sur le collectif que les choses vont se jouer, que les entreprises prennent le temps de comprendre, les syndicats aussi, et pour avoir des produits en complément des régimes obligatoires. Je dirais pas concurrents, puisque on l'a évoqué tout à l'heure, la retraite supplémentaire en France, si je dis pas de bêtises, c'est 3% des flux. Donc on a une retraite supplémentaire qui peut faire sa place. Et donc on pense que dans ce domaine des collectives, tout est à faire dans le premier semestre 2020 pour avoir les meilleures solutions. Merci monsieur pour cette intervention et cet éclairage très intéressant. Je constate que les questions ont été nombreuses pendant votre intervention. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'interrompe juste quelques instants, le temps de prendre connaissance de ces questions et que nous revenions à vous apporter des réponses dans quelques minutes. Merci. Nous voilà de retour. Merci beaucoup. Norbert Gautron et Stéphane Frey vont donc répondre à vos questions. Oui. Donc on a une première question, c'est faut-il pactiser les anciennes offres article 83 Donc c'est vrai que le législateur n'a pas prévu d'appliquer les avantages du PER aux anciens 83, ce qui a été rappelé tout à l'heure, la sortie en capital, etc. Le forfait social, qui reste à 20% sur les anciens dispositifs. Donc nous, ce qu'on constate sur le marché, c'est plutôt pour les grosses entreprises, il y a l'enjeu du forfait social, qui était à 20% sur les anciens 83 et qui est passé à 16% sur les nouveaux dispositifs PER. Donc, le fait de transformer les anciens contrats entraîne une économie de forfait social de 4%, qui sont appréciables pour les grosses entreprises. Donc on incite surtout des demandes de traitement sur les grosses entreprises. Je dirais que pour les petites entreprises, c'est vrai que il y a moins d'intérêt en fonction du nombre de têtes sur le dispositif. En termes d'enjeux financiers, il faut respecter le devoir de conseil. C'est du cas par cas et regarder les anciennes garanties du contrat, s'il y a des garanties de table, des garanties de taux. Et il faut du temps. Donc ça peut se faire sur la durée si les entreprises souhaitent pactiser leurs anciennes offres. Donc ça, c'était la première question. On va les prendre dans l'ordre, on fera des allers-retours. Une question assez pertinente sur l'eurocroissance et savoir si quelqu'un qui est en gros à 4 ans du départ à la retraite va accepter avec une seule garantie à 80% de la prime d'avoir un risque de perte en capital de 4% par an, si je
ou de 5% par an, pardon, si je reprends la question. C'est sûr que le contrat euro-croissance, je veux dire, ne doit pas être mis en place pour quelqu'un qui est juste à 4 ans ou 5 ans du départ à la retraite. Je pense qu'il faut un minimum de 8 ans. Et une fois qu'on est là, on va dire bâtir la durée de la garantie plutôt longue en effet. Donc ça ne veut pas dire que ce soit uniquement pour les jeunes, comme le sous-entend la question. Ça dépend jusqu'à quel âge on est jeune, on va poser différemment. Mais en fait, je pense que sur ce sujet-là, il faut en effet avoir un horizon suffisamment important pour prendre des risques. Maintenant, la loi Pacte en général, et aussi sur tous les produits, qu'ils soient euro-croissance ou pas, laisse la liberté à l'assuré, enfin aux participants, comme on dit, du plan, de fixer lui-même son âge de départ à la retraite. Donc l'âge de départ à la retraite qui sera indiqué, c'est pas forcément les 62 ans ou le futur âge pivot de 64 ans. Ça peut être 70 ans ou voire au-delà. Donc ça veut dire qu'on choisit aussi soi-même son horizon. Donc même si on a 58, 59 ans, on peut mettre un horizon avec une garantie à 70 ans, par exemple. Rien ne l'empêche. Donc là, on recrée les 8 ans et on recrée la durée. Donc sur tous ces sujets-là, il va falloir trouver le bon contrat, le bon timing, le bon conseil à la personne pour mettre le bon horizon avec la garantie et s'assurer que ça fonctionne. Ce que l'on peut aussi dire sur l'euro-croissance pour terminer, c'est qu'au-delà des offres que les assureurs vont proposer, on a en fait des réassureurs qui sont présents ou qui souhaitent être présents sur ce marché-là pour partager en fait leurs connaissances très techniques, très pointues de la réassurance financière, pour qu'en fait on ait des garanties peut-être sur courte durée, en tout cas qu'on ait des garanties solides et qui correspondent aux attentes des personnes. Bon, la question sous-jacente sera toujours la même, combien coûteront ces garanties? Mais en tous les cas, il y a des réflexions pour avoir des produits efficaces euro-croissance. Une autre question, comment choisir assurance vie ou terrain? Donc là, une réponse courte, ça dépend un petit peu du besoin en fait de l'assuré. Est-ce que son besoin est plutôt orienté patrimoine, fiscalité, ou est-ce que c'est un besoin de retraite? Donc ce qu'il faut faire, c'est garder vraiment le besoin du client, son horizon de placement, et pas seulement considérer le cadre fiscal. Si l'horizon est un horizon de placement retraite et que la tranche marginale d'imposition de la personne est supérieure ou égale à 30%, c'est vrai que le dispositif PER, le PER1, est vraiment très intéressant. Voilà. Peut-être une dernière. Que conseillez-vous de faire aux entreprises pour les contrats article 39 en cours? Ça aussi, c'est une bonne question. En fait, on conseille d'annuler les vacances de Noël à tous les participants parce qu'il faut être prêt au 1er janvier. On conseille là aussi de négocier en toute transparence avec les syndicats qui, en la matière, sont quand même des fins connaisseurs dans les entreprises avec qui on travaille, ils connaissent bien les sujets. Il y aura probablement, on va pas s'avancer trop sur le sujet quand même, il y aura probablement des tolérances par la DSS parce qu'on voit bien que les délais sont assez courts. Et Stéphane l'a bien démontré en fait. Les assureurs ont quand même pas mal avancé dans la réflexion. Et pour ceux qui trouvent les nouveaux produits 39 complexes, parce qu'il y a de quoi à vrai dire, il y a quand même toujours justement les produits PER qui seront disponibles. Il y a différentes solutions alternatives qui pourront être mises en place avec les partenaires sociaux et les salariés dans l'attente. Donc quelques tolérances. Le marché de l'assurance, je pense, mais là je parle sous le contrôle de Stéphane, le marché de l'assurance sera prêt au premier trimestre ou au pire au premier semestre 2020. Je dis oui. Une dernière question? Une question sur les investissements, le niveau des investissements sur les paires. Je dirais juste que, voilà, au-delà du produit, c'est vrai que pour Groupama, c'était l'occasion, cette loi Pacte, de repenser tout ce qui est l'accompagnement de nos clients sur les dispositifs et de miser sur les services au-delà du produit. Les investissements ont été lourds. Merci messieurs et merci à vous d'avoir été présents à ce nouveau rendez-vous expert des éditions de l'Argus. Nous vous proposerons bientôt de nouvelles thématiques et je vous rappelle que l'ouvrage Comprendre et conseiller la retraite supplémentaire
rédigé par Stéphane Frey et Norbert Gautron, est disponible en librairie et sur notre site internet éditionargus.com. Merci à tous. Au revoir.